Bonjour, merci de me rejoindre à l'heure de la digestion. Je sais que c'est pas facile. Aujourd'hui, je vais vous parler de Signal, qui est une nouvelle API d'Angular pour faire de la réactivité. Et puis comment ça va nous changer la vie, à nous en tant que dev Angular, et qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du framework. Le titre anglais est une référence à ce vieux mème. Si vous le connaissez, vous êtes sur Internet depuis trop longtemps. Euh, je m'appelle Benjamin Legrand, je suis tech lead. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous ce petit handle. Principalement, je suis sur Twitter, mais aussi Blue Sky, Mastodon, GitHub, YouTube même, bref. Donc je suis tech lead chez OnePoint à Nantes. Je commence à avoir un peu de bouteille dans le développement web. 15 ans, c'est quand j'ai écrit les slides. J'approche bientôt des 18. Ouais, bientôt la majorité. J'aime beaucoup Angular. Je l'ai un peu subi au début, mais j'en suis arrivé à l'aimer beaucoup. Et puis, dans mes passions à côté, je fais de la musique et je construis des claviers, ce qui est une autre histoire. Je vais vous parler de réactivité. La réactivité, c'est quoi? Alors, de base, on va se dire, ouais, ok, c'est le fait de réagir. Ouais, super. Petite définition de Ryan Carniato, qui est le papa de SolidJS, donc un autre framework JavaScript qui utilise pas mal de réactivité et qui a aussi des signaux. C'est un paradigme de programmation déclaratif qui est construit sur des émetteurs d'événements centrés sur la donnée. Je trouve cette définition très juste. La réactivité, ça existe depuis aussi longtemps que l'informatique. Un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est Excel. Vous faites un endroit, une addition de deux cellules. Quand vous allez changer de cellule, vous n'allez pas vouloir aller manuellement modifier votre résultat à un autre endroit. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple Facebook et ses listes de messages non lus. Vous allez avoir votre liste de messages, puis aussi une petite pastille rouge à un endroit. Il faut que ces deux choses-là se mettent à jour sans que nous, en tant que développeurs et développeuses, on fasse grand-chose. Comment on fait de la réactivité en Angular et dans d'autres frameworks? On a plusieurs manières de faire. On peut se baser sur la valeur, à savoir comparer avant et après. Si c'est les mêmes valeurs, bah, c'est que ça rien n'a changé. On peut se baser, et ça c'est Angular spécifiquement, sur des observables, où on va s'abonner et être notifié d'un changement de valeur. Donc ça c'est Angular avec RxJS. Et on peut se baser sur les signals. Donc ça, les signals, Angular l'a adopté, on va voir comment. Mais il y a aussi Quick qui l'avait déjà, Solid, Svelte, même s'ils n'appellent pas ça tout à fait comme ça. Le concept est là. Comment on faisait avant, si on ne fait pas avec des signals? À l'ancienne, on va dire chaque fois qu'on a une donnée qui change, et si elle est affichée à plusieurs endroits dans ma page, bah, je vais aller sélectionner, par exemple avec jQuery, pour ceux qui en ont fait, les vieux, les vieilles. Vous allez aller sélectionner chaque élément et dire, ok, toi, tu dois te mettre à jour. Le problème de ça, c'est qui a la source unique de vérité, qui doit s'occuper du changement. Deuxième problème, c'est aussi que on doit gérer de la synchrone. Donc, je reçois une donnée, je mets à jour manuellement partout où je l'affiche. Voilà. Le truc, c'est que ce changement, il peut aussi arriver dans le temps. Il peut arriver plus tard. Avec les promesses, on va encapsuler une valeur en se disant, je vais la voir un jour. Le problème de ça, c'est que l'asynchrone, c'est contaminant. À partir du moment où vous gérez quelque chose d'asynchrone à un moment, bah, vous devez le gérer partout. Async-await simplifie un peu ça, mais de même, il faut le prendre en compte. En Angular, donc, nos solutions pour faire de la réactivité depuis l'Angular 2, c'est RxJS et ZoneJS. RxJS, il nous file la primitive de base des observables. Pareil comme une promesse, ça encapsule une valeur qui va pouvoir changer au fil du temps. Une valeur ou des événements ou autre chose. Fondamentalement, Angular est basé là-dessus depuis la 2. J'adore RxJS, c'est super puissant pour exprimer vraiment des changements au fil du temps, pour manipuler du temps. Par contre, l'API, les méthodes que vous avez à utiliser pour utiliser RxJS, ça pique un peu. Quand je veux créer un observable,
quand je veux transformer les valeurs d'un observable, quand je veux filtrer des valeurs d'un observable, j'ai un paquet de méthodes qui peuvent faire un peu peur. Donc l'API est riche, on va dire, foisonnante. C'est souvent ce qui fait très mal aux développeurs et développeuses qui se mettent en Angular, c'est qu'il y a cette notion d'observable et à gérer qui est pas simple. C'est un autre modèle mental à suivre. Et moi, mon petit reproche, c'est qu'il y a aussi, quand on s'abonne à un observable, il faut penser à se désabonner. Et pareil qu'avec les promesses, à partir du moment où vous gérez quelque chose d'asynchrone ou que vous gérez des observables, c'est contaminant. Tout votre code qui va récupérer un observable, il faut que derrière, il gère les observables jusqu'au bout. Donc le deuxième outil qu'Angular utilise pour faire de la réactivité, c'est ZoneJS. ZoneJS, couplé à RxJS, ce que ça fait, c'est que ça va monkey patcher votre code, donc ça va se mettre entre vous et l'exécution pour intercepter tout ce qui est asynchrone et dire au framework Angular, attention, il y a peut-être un truc qui a changé, ce serait bien que tu lances une détection de changement pour mettre à jour tes composants. C'est très magique, ZoneJS. On ne sait pas trop comment ça marche. Si vous apprenez Angular, il y a beaucoup de chances que vous n'ayez même pas connaissance de ce truc-là. Mais c'est nécessaire à ce que la détection de changement de nos composants en Angular fonctionne. Le problème de ZoneJS, c'est principalement on a des problèmes de performance. Parce que vu que ça monkey patch, ça se met entre vous et vos méthodes, ça peut aussi se mettre entre des méthodes d'une librairie externe que vous ne maîtrisez pas forcément. Ça peut déclencher des détections de changement que vous n'avez pas demandé. Par exemple, alors moi j'ai eu des exemples d'applications cartographiques. Quand vous intégrez une carte dans une application web, ça envoie énormément d'événements. Il suffit de scroller un petit peu, enfin voilà, même un scroll, vous avez un événement à chaque pixel quasiment. ZoneJS, ça fait 30 kg non compressés de JS en plus dans vos codes base. Ça complexifie énormément tout ce qui est stack trace quand on veut débugger. Et ça ne prend pas en compte l'async await natif qui est maintenant dans le langage JS. Il y a des soucis avec ça. Et le plus gros problème, c'est que c'est magique. Voilà, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc cette détection de changement en Angular, elle est basée sur l'arbre de composants. Quand Angular va vouloir détecter si un changement arrive, il va partir du bas de votre arbre de page, du haut, pardon, et puis descendre jusqu'aux feuilles de votre arbre pour dire est-ce que j'ai besoin de te rafraîchir ou pas. Et du coup, c'est pas granulaire, on va dire, c'est que on est obligé de reparcourir un peu tout, même s'il n'y a qu'un élément en bas de l'arbre qui a changé. Ce qu'il faut avoir en tête quand on va parler de réactivité et de ces patterns-là, que ce soit les observables, les promesses et tout, vous avez un producteur de données ou de valeurs et un consommateur. Et donc on se pose la question de comment le consommateur et le producteur vont interagir entre eux. Il y a plusieurs, on peut les classifier un peu. La manière la plus simple, c'est une fonction. Je suis mon consommateur, je vais appeler mon producteur et lui dire hey, c'est quoi ta valeur? Donc je tire la donnée, pool, une seule fois. Vous pouvez tirer plusieurs fois avec un itérateur, une boucle for, quoi. Et dans l'autre sens, on peut pusher, c'est-à-dire le producteur va pousser au consommateur la donnée au moyen d'un callback, donc d'une fonction qui, elle, est côté consommateur et va être appelée par le producteur pour récupérer ça. Où est-ce qu'on est avec les signaux là-dedans? On est un peu au milieu. On est à la fois sur un modèle mental où vous allez appeler une fonction, vous allez faire un pool, mais on peut aussi être, et on est aussi notifié d'un changement de valeur. Comment ça se passe aujourd'hui, les signals? Donc c'est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tous ces frameworks-là, ils ont sous une forme ou une autre le concept de signal. Donc déjà, c'est que les bonnes idées, elles sont contagieuses. Et il y en a un là-dedans, c'est un Pokémon. Trop tard. Angular a ça aujourd'hui. Comment c'est arrivé dans le framework?
c'est arrivé avec une RFC en avril 2023, donc Request for Comments, qui était tellement imposante et tellement impactante qu'ils l'ont découpée en 3. Donc quand j'ai commencé à rédiger ces slides, on en était à l'état de RFC. C'était très théorique. Et alors il y a eu des discussions super intéressantes c'est sur GitHub, hein, c'était dans les discussions GitHub du framework. Et comment le début de tout mon talk là, ça va être qu'est-ce que c'est que cette RFC, qu'est-ce qu'il y a dedans. L'API d'un signal. Donc ici on est en TypeScript, n'ayez pas peur, c'est un callable, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler, juste la notation avec les parenthèses là, ça veut dire que ceci est une fonction. Les javaïstes, oubliez les interfaces, voilà. Ceci est une fonction qui est générique, donc encapsule un type T, et quand j'appelle cette fonction, ça me renvoie la valeur. Sur cette fonction, on a un symbole qui est assigné, qui permet en fait à tous les utilisateurs de cette fonction de savoir que c'est un signal. Donc ça, c'est comment c'est déclaré au sein du framework. Comment ça s'utilise maintenant? Ici, j'ai un signal que je crée, que j'appelle counter. Il encapsule un nombre que j'initialise avec 0. Et quand je veux l'utiliser, je fais counter, j'appelle mon signal pour récupérer la valeur 0. Du coup, un signal, c'est quoi? C'est un getter. C'est tout. Merci, au revoir. Bon, évidemment, ça ne suffit pas. On va vouloir modifier cette valeur. On ne va pas juste vouloir la récupérer. Pour ça, dans l'API, on utilise de manière générale un writable signal qui offre, en plus de la méthode getter de base, permet de pouvoir être seté, défini, ou de pouvoir être mise à jour avec une fonction qui va prendre la valeur précédente et la suivante, et on peut la reconvertir en notre superclasse là, qui offre juste un signal en lecture seule. Comment ça s'utilise un signal qu'on peut écrire? Là, je reprends mon même exemple. Je crée mon signal avec la primitive signal en l'initialisant à 0. Et puis derrière, si je veux changer la valeur, j'utilise les méthodes qui sont disponibles sur cet objet, cette fonction. C'est un peu pareil en JS, hein, objet, fonction, tout ça. Et ce qu'il y a à noter, pareil, si je veux le mettre à jour à partir de la valeur précédente, donc là je l'incrémente, je fais un update, current value plus 1, voilà, c'est à jour. Donc ce qu'il y a à noter, c'est que tout est synchrone là-dedans. Vous n'avez pas d'async await, vous n'avez pas de zen, vous n'avez pas de subscribe. Quand vous écrivez du code, c'est du synchrone, c'est un peu de la même manière que vous allez l'exécuter derrière. Un petit peu en surface, on va dire. Deuxième primitive que l'API des signals nous fournit, c'est computed. Computed, ça va nous permettre de dériver d'un signal à un autre signal. Donc ici, je reprends mon compteur que j'initialise à 0, et je vais créer un signal dérivé qui s'appelle isEven. Est-ce qu'il est pair? Et donc s'il est pair, si modulo 2 c'est égal à 0, mon signal va contenir true ou false. Et de ce signal dérivé, je peux aussi l'utiliser dans un deuxième signal dérivé, où je dis, quand c'est pair, je stocke rouge, ou non, si c'est pas pair, je stocke bleu. Donc computed va nous permettre de dériver des signaux, un signal d'après un autre signal. À noter que la syntaxe, c'est pareil, vous passez une fonction à computed, et vous appelez votre signal à l'intérieur de cette fonction. Le troisième primitif de base que fournit l'API des signaux en Angular, c'est effect. Effect, vous allez vous abonner à un changement de valeur de signal, mais vous n'allez rien faire de cette valeur. Donc ici, j'ai deux signaux avec le nom et le prénom, et je décide de loguer mes deux paramètres. Alors, on peut faire des effets pour faire des effets de bord. Ici, le log, c'est un exemple un peu bateau, mais on peut synchroniser avec une API hors Angular, par exemple. Enfin bref, passons. Si on creuse un peu, il y a quoi à l'intérieur d'un signal et comment ça fonctionne? L'exemple précédent
je l'ai tiré de Angular, hein, du package Core Primitive. Il a un peu changé depuis, mais grosso modo, c'est toujours comme ça, de base, le principe. Là, je suis dans mes méthodes factory. Je suis dans une méthode qui va me renvoyer une autre méthode. Qu'est-ce qu'on fait dans cette méthode? Là, chaque fois que c'est appelé, la première fois que c'est appelé, c'est que je vais créer un nœud. Je vais créer un node auquel je vais assigner, juste en dessous, une valeur. Et ce qui est important à noter, c'est que je vais créer une fonction où je dis, OK, le producteur a accédé à ce nœud. J'appelle, c'est une méthode producer access qui est dans l'API à côté. Et je renvoie la valeur. Et en fait, ce que je renvoie, c'est cette fonction que je viens de créer. Ça permet, grâce au scope JavaScript, au fait que je suis dans un contexte de fonction, le contexte, il est gardé. Même si je donne ma fonction de création de signal à quelqu'un d'autre, le contexte de cette fonction que j'ai renvoyée, il est toujours là. Producer Access, ça vient d'un module qui s'appelle Graph. Donc si on creuse encore un petit peu plus et qu'on va voir dans ce module, on se rend compte que quand on crée un nœud, on va créer un signal node. Signal node qui va récupérer tous les attributs d'une constante qui s'appelle reactive node, qui sont des valeurs par défaut de notre objet node qui est créé chaque fois qu'on appelle un signal. Et si on regarde un peu plus en détail reactive node, on passe très vite, mais voilà tout ce qui est à peu près hérité, enfin copié dans ma création de nœud plutôt. La chose à noter, c'est qu'on a un champ dirty qui va permettre de savoir est-ce que ce nœud, il a changé. En gros, on va stocker, on va dire OK, s'il est dirty, ça veut dire qu'il faut que je rafraîchisse, qu'il faut que mon framework va faire quelque chose. Il y a d'autres attributs là-dessus, ça permet de gérer les dépendances entre les signaux, ça permet de savoir qui consomme quoi, et savoir qui a accédé à quoi. Vous n'allez jamais toucher à tout cet objet, ça c'est vraiment dans les internals d'Angular et de l'implémentation des signals d'Angular. Si on essaye de visualiser un peu tout ça, je reprends mes exemples d'avant. Chaque appel de signal va créer un nœud, et chaque consommation, donc chaque création de signal va créer un nœud, et chaque consommation va aussi créer un nœud consommateur. Donc si je reprends mon first name, last name là, et que je dérive, je fais un computed, je crée un signal au milieu, on va avoir un graphe dirigé, et on va pouvoir dire, ok, full name, c'est si je change le prénom ou pas, ça va être appelé derrière jusqu'à la fin. Donc pareil pour mon compteur de tout à l'heure où j'ai isEven et je change la valeur finale à rouge ou bleu. Ok, ça c'est bien gentil. Il va manquer un truc pour comprendre tout ça. Il va manquer une petite pièce. Il va manquer la notion de push dont je n'ai pas parlé. Pour l'instant, je vais consommer mon signal en bout de chaîne. Comment ça va se faire dans Angular? En fait, vous allez avoir tout en fin de chaîne des composants. Et c'est dans vos templates de composants que vous allez appeler ces signaux pour récupérer une valeur. Dans vos composants, ce que fait Angular en interne, il va instancier la dernière pièce du puzzle, il va créer un watcher. Le watcher, c'est aussi un nœud qui se met, qui va s'abonner à un signal et qui va être notifié, c'est lui qui sait quand la valeur d'un signal a changé, ok, je dois me rafraîchir. Encore une fois, vous n'allez jamais, à moins de faire vous-même un framework basé sur l'implémentation de ce signal-là, vous n'allez jamais utiliser ça directement. Juste, quand vous utilisez un signal dans un template, sachez que ça crée un watcher qui va lui-même mettre à jour et notifier Angular que il faut que tu te rafraîchisses, quoi. Donc, je ne vais pas plus loin dans le détail. Je vous recommande vraiment d'aller lire le code source de vos frameworks. C'est super intéressant. Même si ça peut piquer un peu ici. Donc, vous pouvez voir que chaque nœud, il y a quand même énormément d'attributs. Oubliez tout ce qu'il y a sur ces trucs-là. Le truc principal à retenir, c'est que vous avez un graphe de nœuds et que vous avez des nœuds qui sont consommateurs et des nœuds qui sont producteurs.
et des nœuds qui sont parfois les deux. L'avantage de ça, opinion personnelle, c'est qu'un signal, finalement, c'est juste une fonction. Il n'y a pas énormément de choses à connaître au-delà du fait que ça encapsule une valeur et ça se met à jour un peu magiquement. Donc la courbe d'apprentissage pour utiliser ça, elle est quand même très réduite. Parfois, la meilleure des solutions, c'est juste une fonction. Pas une classe, pas un décorateur, juste une fonction. C'est pas de moi, mais j'ai pas trop retrouvé l'auteur. Donc premier avantage, c'est quand même assez simple par rapport à notre API de TRXJS. Voilà. Et derrière, ça a aussi un deuxième avantage, c'est qu'on ne va pas recalculer des choses si elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que si je prends mon exemple de tout à l'heure avec un compteur qui dit pair, impair, si j'incrémente mon compteur de 2 en 2, mon signal dérivé, lui, il ne change pas. Donc on ne va pas recalculer des choses qui n'ont pas changé de valeur. On recalcule aussi uniquement quand un signal est consommé. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, si vous n'utilisez pas le signal en bout de chaîne, ça ne va pas se réexécuter. Donc il n'y a pas de recalcul inutile et c'est un peu mis en cache, mémorisé automatiquement. Donc si vous faites des graphes assez complexes et que toute une partie du graphe ne change pas, n'est pas dirty, chaque nœud n'est pas remis dirty, c'est pas recalculé, quoi. Alors ça reste à prouver, mais en théorie, ça fait moins de bugs du coup, cette pratique-là. Et surtout, ce que ça nous permet, nous, dans nos applications Angular, c'est de faire de la réactivité fine, granulaire, et de se dire, ok, si je ne rafraîchis que ce qui a changé, parce que je suis au courant qu'un nœud de mon graphe a changé. Donc voilà pour les explications sur comment ça marche. Maintenant, dans le futur, alors qui est en fait notre passé, parce que Marty McFly, Retour vers le futur, c'est les années 80, c'était déjà son futur et notre passé. Mais bref. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de nos applications en Angular? Comment ça va s'utiliser dans notre framework? Ça, c'est comment vous allez pouvoir avoir un composant qui va afficher une conversion des degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Vous créez vos signaux, donc là c'est dans un composant, mais vous pouvez créer un signal dans un service, faire des dérivations, etc. Et à noter que vous mettez ça dans le template. Dans le template, vous allez appeler ce signal pour que la valeur soit affichée. Alors oui, pareil, si vous avez fait de l'Angular depuis un bout de temps, vous allez dire ah, c'est pas très bien d'appeler des fonctions dans mon template, c'est pas performant, c'est pas tout ça. C'est plus vrai. C'est aujourd'hui, avec le fait que la méthode que vous appelez ce soit un signal, Angular sait qu'il va devoir le traiter de manière particulière et ne pas rafraîchir le composant comme ça. Alors, au tout début des implémentations, vous aviez un petit booléen à mettre dans votre syntaxe, dans vos paramètres de composants avec selector et template. Maintenant, il n'y a plus besoin. C'est directement, si vous passez un signal à votre moteur de template, il sait quoi faire avec. Ce qui a déjà changé, ce qui est déjà disponible au niveau du cœur d'Angular, la syntaxe de comment écrire des inputs, des outputs est disponible avec des signals. Ici, ça c'est, je vais utiliser mon first name, last name, est-ce que mon compte est suspendu ou pas, et d'où ça vient? Ça vient d'une méthode input qui en fait est aussi une méthode factory qui va me créer un signal, mais qui va correspondre en fait avec ce qu'on faisait avant les signals, un arrobase input pour dire ça c'est les entrées, les propriétés de mon composant qui sont paramétrables. Chose que vous ne pouviez pas faire avec la syntaxe en décorateur, c'est de dire cet input il est obligatoire, il est required. Si on me fournit pas, si l'utilisateur de ce composant user profile ne me fournit pas de champ required, ça va péter une erreur, la compilation TypeScript, voire l'exécution, mais je suis plus sûr. Donc, comme les inputs, on peut faire aussi des sorties. Donc, dans ce sens-là, la sortie, autrefois, c'était un event emitter. Il fallait écrire @output, déclarer un objet event emitter qui était un observable également,
qui allait et un subject plus précisément, qui allait émettre des changements de valeur. Ici, vous appelez une factory output en lui passant le type générique et autre chose. Et vous pouvez faire la même chose que ce que vous pouviez faire avec des inputs en mode décorateur, à savoir faire des alias. C'est pas génial les alias, mais si vous vouliez le faire, vous pouviez le faire. Ils ont adapté un petit peu l'API pour émettre un changement de valeur, pour que ça ressemble un peu à ce qu'il y avait avec les event emitters, mais c'est toujours, il faut le voir comme un set en fait. Vous allez setter la nouvelle valeur en sortie. Un troisième nouvelle API basée sur les signaux qui est arrivé, ça c'est comment on faisait quand on voulait faire du banana in a box. Donc j'ai mon input qui arrive depuis l'extérieur et puis sa valeur émet automatiquement via un output un changement de valeur. Aujourd'hui, tout ça, ça peut se simplifier avec le modèle. Donc le modèle, vous allez avoir la même manière de faire, ok, là je veux passer la valeur qui est dans mon signal à mon composant input. À chaque changement, je vais réémettre la valeur qui a été saisie dans mon input. Et encore une fois, j'appelle une factory, j'appelle modèle, qui va me créer un signal. Et derrière, tout ça, ça ne change pas la signature de vos composants. C'est-à-dire que ça, c'est exactement la même chose que de faire ça, à condition que vous n'utilisiez pas value de champ direct, mais faisiez du banana in a box. Eh bien, ça va simplifier pas mal de choses. Donc, plus besoin de décorateur input-output, c'est fini. Et de la même manière, dernière API qui était basée sur les décorateurs au sein des classes, tout ce qui était viewChild, viewChildren, et ben vous avez la même chose. Donc là, j'ai juste une boucle for sur une liste d'icônes. Et mes exemples sont un peu pétés, mais à retenir que voilà, de la même manière que vous aviez des input-output, là vous allez demander à Angular de vous fournir les éléments, ici le composant fil d'icône, la liste de tous ces composants, et viewChild pour récupérer la liste des champs, donc qui était notée avec field, un petit template param. Comment on utilise ça derrière? Là vous appelez le signal en fait. Vous allez appeler input pour récupérer ce qu'il y a dedans. Encore une fois, au revoir les décorateurs, c'est fini, il n'y a plus besoin de viewChild, contentChild, viewChildren, contentChildren. Vous avez leur équivalent en méthode simple plutôt que ce soit des décorateurs. Au revoir. Petit aparté et dernière petite chose, on va simplifier énormément, c'est pas forcément lié à tout ce qui est signal, mais dans les dernières versions, le cycle de vie de vos composants peut être énormément simplifié grâce à ces deux hooks auxquels on passe des fonctions callback. Et donc généralement ça s'appelle dans les constructeurs de vos composants. Ça veut dire que alors ça va être l'équivalent des after view checked, after view init, etc. After next render, c'est une fois que le prochain cycle de détection de changement arrive. After render, c'est après chaque cycle de détection de changement. Et donc ng on init, ng on destroy, ça va être les seules méthodes que vous aurez potentiellement besoin d'implémenter au niveau cycle de vie. Tout ce qu'il y a derrière, vous pouvez utiliser after view, enfin les deux hooks du début. Au revoir. Donc ça c'est vachement bien parce que ça simplifie énormément notre framework, mine de rien. Notre API de surface, grâce à tout ça, elle est bien. Le futur maintenant, qui est encore le passé, parce que encore une fois, quand j'ai écrit ce talk, on était à Angular 16, aujourd'hui on est à la 19. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Signal, computed et effect, les primitives dont je vous ai parlé au début, sont apparus en developer preview en V16. Input, output et modèle et tout ce qui est viewChildren, contentChildren, c'est apparu en developer preview encore en 17. Donc vous pouviez jouer avec, vous pouviez faire des retours à l'équipe Angular si vous n'étiez pas content de la syntaxe par exemple, même si bon, on pèse pas trop de poids dans notre coin. Bon. Et tout ce qui va nous permettre de nous débarrasser de Zone.js, c'est expérimental, c'est arrivé en V18. Évidemment, ça veut dire qu'il faut mettre à jour vos applications Angular
si vous voulez profiter de tout ça. Aujourd'hui, à date, en février 2025, la V19 est publique, l'API de base est considérée comme stable, donc elle ne bougera plus. Et vous avez deux nouvelles primitives qui sont apparues. Celles-ci sont encore en développeur preview. Donc vous pouvez jouer avec, vous pouvez tester. Je ne vais pas rentrer dans le détail, justement parce qu'elles sont encore un peu expérimentales. Mais faut savoir que Linked Signal, c'est un petit peu comme Computed, avec une gestion plus fine. Vous allez pouvoir un peu comparer la valeur précédente pour mettre à jour. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ressources, c'est par-dessus une API de signal. Comment on fait tout ce qui est en train d'être chargé. Donc il y a une notion de loading, de loader, et ça va vous donner un objet en gros qui va avoir est-ce que ça charge, est-ce que c'est en échec, est-ce que c'est là ou pas. Bon, pour simplifier, une promesse, même si c'est encore une fois, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi depuis que j'ai écrit ce début de talk, c'est qu'on a une proposition pour au TC39, donc qui est l'organisme qui standardise ECMAScript et JavaScript, pour que les signals soient dans le langage JavaScript. Et cette proposition, elle est basée sur l'implémentation qui est dans Angular, ce qui veut dire que si elle est acceptée, encore une fois, si elle arrive dans le langage, eh ben on va encore pouvoir réduire la taille de notre framework parce que ce sera déjà dispo et implémenté par les navigateurs ou les runtime JavaScript. Que vous dire d'autre là-dessus? Oui, c'est proposé par Angular. Maintenant, une grande question qu'on pose souvent et qui fait un peu débat, c'est où et quand utiliser un signal versus quand est-ce que je dois utiliser RxJS et des observables ou pas. Moi, ma petite raison, c'est que pourquoi pas les deux? L'un ne remplace pas l'autre. Il faut prendre ça comme ça. Vous aurez toujours des librairies un peu qui vont pas migrer sur les signals. Vous, si vous voulez faire des applications sans RxJS, aujourd'hui, par contre, ça va être possible. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez utiliser là où avant on utilisait les décorateurs TypeScript entre votre composant et votre template. Ça, c'est super safe. Il n'y a aucun souci d'utiliser les signals à cet endroit-là pour gérer votre état, l'état local de votre composant au final. De toute façon, pourquoi je vous dis en fait on peut toujours utiliser les deux, parce qu'on peut faire de l'interopérabilité entre un signal et un observable. Vous avez deux méthodes qui sont dans le package RxJS interop, si je ne dis pas de bêtises. Une méthode toSignal qui va prendre un observable en entrée et qui va renvoyer un signal, et dans l'autre sens, un observable, un toObservable, même si dans ce sens-là, pour moi, ça n'a aucun sens. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a ce monsieur qui s'appelle Ben Lesh. Ben Lesh, c'est un des core team members de RxJS. On peut estimer qu'il sait de quoi il parle. Il a fait un super long thread. Je vais pas. Alors, je crois que j'ai tous les tweets, mais je vais peut-être pas tout lire, quoique j'ai un peu de temps. En gros, ce qu'il nous dit, ce monsieur, c'est que utiliser les signals pour de la gestion d'état. Là où vous faisiez de la gestion d'état à base d'observables et qu'il n'y avait rien de synchrone, il n'y avait rien d'asynchrone dans votre gestion d'état, pardon, autant utiliser les signals aujourd'hui. Gardez des observables pour tout ce qui nécessite de l'annulation et de la coordination d'événements. Ça, pour moi, c'est super important. Ça veut dire que dès que vous avez besoin de combiner des choses, d'attendre des choses, finalement, RxJS, ça reste une API parfaitement adaptée pour ça. N'essayez pas d'utiliser des signals comme on utilise RxJS. C'est débile, pour le traduire en français dans le texte. Donc c'est des technologies qui sont complémentaires. Il détaille un petit peu, si vous essayez de gérer du temps
avec des signals, si vous essayez d'accumuler des valeurs avec du signal comme avec RxJS, ça va pas coller, quoi. Les signals, c'est une API de surface très simple, mais qui en interne, on l'a vu, est quand même beaucoup plus compliqué, avec des notifications dans tous les sens pour synchroniser qui a consommé quoi, etc. Tous les signals maintiennent leur état. Tous les observables ne maintiennent pas leur état et parfois il faut nettoyer derrière eux. Donc il y a des petites nuances là qui sont plus, bah oui, lui il connaît donc il nous dit ça, très bien, on s'en fiche un peu. Les signals, c'est une valeur qui change au cours du temps. Les observables, c'est une collection d'événements ou de valeurs qui changent au fil du temps. Un signal n'a qu'une notion de valeur au final. Et donc voilà d'où vient la citation. Convertir dans le sens observable vers signal, ça a du sens. Vous pouvez vouloir garder votre API puis juste sortir la valeur dans un signal. Par contre, sortir un signal, une valeur, puis l'encapsuler, la remettre au format observable, quel est l'intérêt? Ça fait beaucoup moins sens. Et voilà, bon, alors là, s'il rentre dans du détail, les observables, des fonctions composables sophistiquées pour manipuler des flux d'événements. Note les signaux derrière, c'est un graphe de dépendance de valeurs avec une logique complexe avec tout ce qui est notification, invalidation, calcul et mise en cache, mémorisation des valeurs. Pour conclure, il reprend un peu le principe, le tableau push-pull que je vous ai présenté au début. Voilà. Ce thread a pas mal tourné dans la commu Angular et il avait raison. Moi, je le résumerai à ça. Quand est-ce qu'on utilise RxJS ou des signals? Il n'y a pas de concept de temps dans un signal. Il y a des concepts de valeur, mais il n'y a pas de concept de temps. Alors qu'avec RxJS, si vous voulez ajouter des delays, ajouter des debounce, attendre qu'un événement arrive pour déclencher un autre événement, c'est super simple et ça sera toujours super adapté. Pour moi, RxJS, sa puissance, elle est dans tout ce qui est manipulation temporelle, que ça soit des requêtes HTTP, si vous voulez voilà, envoyer une requête, récupérer la progression d'une requête, quand vous faites un upload de fichiers. Pour moi, à ma connaissance aujourd'hui, ça reste une super API pour faire ça. Pour tout ce qui est WebSocket, encapsuler des WebSockets et des événements qui arrivent, c'est vachement bien. Tout ce qui est timer, delay, je voulais dire. Du coup, les signals, ça va être pour toute la partie simple, toute la partie valeur, basée uniquement sur une valeur. Je veux m'abonner à une valeur qui change au fil du temps. C'est parfait. Pour le futur d'Angular, encore une fois, ce n'est pas la mort d'RxJS. Juste notre framework, il va être plus simple, il va y avoir moins de décorateurs, vous allez avoir moins de concepts, de besoin de penser en observable partout. Vous allez pouvoir garder cette API RxJS observable pour les parties qui le méritent. Donc plus besoin d'async et d'unsubscribe. Oui, une petite chose que j'ai mis pas dit avec les watchers. Vos composants Angular savent se désabonner d'un watcher quand vous les supprimez automatiquement. Vous n'avez plus besoin de le faire vous-même. Surtout plus besoin de mettre des behavior subjects ou des subjects ou des choses partout. Comme je vous parlais du fait que les observables, c'est une API contaminante. Moi, j'ai vu beaucoup de bases de code Angular où on se retrouvait avec des subjects dans les composants, à gérer de la synchrone, à gérer de est-ce que ces valeurs existent, est-ce qu'elles n'existent pas. En fait, il n'y a pas besoin. C'était juste, on avait un peu le fameux marteau doré pour taper sur tous les clous avec. Bah là, on va pouvoir dire, attends, tu as un marteau doré d'un côté, mais tu as aussi, je sais pas, une perceuse ou autre chose. Je me répète, mais ça ne le remplace pas RxJS. Surtout, ce que ça va nous permettre de nous débarrasser de Zone.js. Ça va nous permettre de faire des applications plus légères. Alors, plus légères, moi j'ai migré des applications en production, c'est 10 kilooctets. Ah, c'est un gain comme un autre. C'est pas énorme, mais c'est un gain. Plus performantes, qui vont éviter de faire des rappels, lancer des cycles de détection de changement
intempestive tout le temps. Et moins magique. De la même manière, ça ne veut pas dire que Zone.js est abandonné. Si vous faites de la réactivité à l'ancienne avec RxJS et Zone.js, ça sera toujours possible. Mais dans certains cas, vous pouvez vous en séparer. Ne migrez pas sur des applications zoneless sans réfléchir à bien pourquoi vous le faites, pourquoi vous migrez. En fait, pour que ça soit bénéfique et pour que vous puissiez profiter pour que vous puissiez vous séparer de Zone.js, eh ben, faut que toute votre gestion d'état, faut que tout soit géré avec des signals en fait. Ou encapsulé dans des signals et que ça soit mis d'un côté. Comment on migre? Évidemment, comme je vous l'ai dit, d'abord, il faut mettre à jour au minimum sur la 16, au mieux 17, 18, faire les montées de version, faire les migrations. Ce qui est vachement bien avec Angular, c'est qu'on peut séparer les deux. Vous pouvez dire, ok, je mets à jour en 18, et puis j'adopte petit à petit les fonctionnalités de chaque version. La meilleure version pour l'instant, la plus stable, c'est la V19. Les API sont fixes, ça ne changera plus. Un des premiers trucs à faire avant de migrer quand même, c'est de passer tous vos composants sur une stratégie de détection changement on-push. Ça va vous permettre d'éliminer pas mal de bugs qui pouvaient faire que vos composants fonctionnent avec Zone.js ou avec RxJS. En étant un peu plus précis dans vos déclarations de changement d'événement, ça va vous éviter pas mal de bugs. Deuxième étape, alors ça c'est un peu hors sujet, mais migrer par exemple d'abord sur le control flow. Il y a d'autres migrations dans les dernières versions d'Angular que je trouve plus pertinentes à faire que de migrer sur les signals. Control flow, le nouveau control flow, c'est ce qui remplace ngIf, ngFor. Donc c'est la syntaxe avec @if, @for, etc. Et c'est dispo depuis la 17. Donc comment on migre sur les signals? Tout ce qui est input-output, vous allez pouvoir remplacer ça. C'est plus des décors. Vous enlevez les décorateurs et vous les initialisez avec nos factories, nos méthodes input, output ou modèle, qui vont créer chacune un signal. L'avantage de ça, c'est que vos composants, ils ne changent pas d'API de surface. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez migrer petit composant par petit composant, les faire implémenter chaque fois que vous passez dessus. Moi, je trouve ça chiant comme manière de migrer, parce que du coup, faut bien penser, à chaque fois, vous allez changer vos input-output sur vos composants, vous allez changer l'appel de vos input-output dans vos templates. Pas oublier de mettre un appel de fonction, c'est plus uniquement une variable. Sinon, en fait, vous allez afficher un peu comme quand on affiche un objet JS, ça fait object-object. Dans vos templates, vous allez afficher signal de point valeur. Ça va pas être propre. Il y a maintenant, depuis la 18, Angular va vous générer des erreurs si vous n'appelez pas un signal. C'est-à-dire que si vous rajoutez pas vos petites parenthèses pour l'appeler, vous allez avoir une erreur dans la console qui vous dit « Hep, t'as merdé quoi ». Troisième étape, c'est là que ça pique un peu plus, et il n'y a pas encore de migration automatisée, c'est que tous vos tests où vous faisiez de l'assignation de vos inputs directement, c'est plus possible. Il faut au minimum créer un signal. Moi, mon conseil, c'est d'utiliser des librairies de test un peu plus haut niveau. Testing Library Angular, il a une API qui vous permet de simplifier, de créer vos testbeds pour vous. Et vous avez juste à fournir les valeurs dans un objet component input. Chaque clé de cet objet component input, ça va être un input ou un output. Et derrière, que ça soit un signal ou que ça soit un input ou output avec décorateur, c'est la librairie qui s'en occupe. Et ça simplifie beaucoup de choses. Quatrième étape, dès que vous avez des observables non migrés, mettez-les dans un signal. Voilà. Et dernière étape, si vous avez de la gestion d'état, alors là par contre j'ai pas de tutoriel détaillé, ça dépend de ce que vous utilisez. Néanmoins, tout ce que je viens de vous présenter sur comment migrer, en fait, il y a des schématiques pour ça. Donc il y a des migrations automatisées, vous avez juste à lancer ces 3 commandes, ça va passer sur tous vos composants et ça va faire ça pour vous. Vérifiez quand même, il y a quelques cas où ça pouvait ne pas prendre bien en compte
les correspondances entre template et input, ça dépend de ce que vous avez fait dans votre code, mais elles sont assez stables et surtout ça fait tout d'un coup. Vous faites votre migration, vous faites une PR de 3000 fichiers, personne la relit, vous mergez et puis c'est bon, vous avez migré. Bref, les schématiques, c'est vraiment fantastique en Angular. Je recommande à tout le monde de s'y mettre. Ne faites pas des choses à la main qui peuvent être automatisées. Dernier petit aparté sur la gestion d'état. Il y a des gens qui utilisent NGRX ici dans la salle? Pas du tout. Une main, deux, trois. Bon, c'est une librairie pour faire de la gestion d'état qui est très inspirée par Redux à la base, qui a quand même beaucoup évolué par le pattern de base. Ils ont sorti un module qui s'appelle Signal Store et qui vous permet de faire de la gestion d'état à base de signal. Moi, je répète souvent qu'on a toujours besoin d'une lib de gestion d'état dans nos applications front web, même si tu n'en veux pas, au bout d'un moment, tu te retrouves à faire la tienne. Qu'est-ce que ça propose, NGRX Signals? Ça propose aussi une factory, Signal Store, à laquelle, donc là, j'ai une déclaration d'un objet d'état dans lequel j'ai des livres. Donc j'ai un tableau de livres, puis j'ai un objet de filtre avec une requête et un ordre ascendant, descendant. J'ai un deuxième, donc le type, c'est ma définition de la structure de mon état. J'ai la valeur initiale de mon état, books qui est vide, les filtres qui sont initialisés, et derrière, je crée un store avec la méthode signal store auquel je passe withState et mon état initial. Cette constante, bookstore, elle va pouvoir être injectée dans vos composants derrière. Ce que ça crée ici, c'est que ça va créer un service Angular qui va gérer votre état. Parce que vous allez aussi pouvoir lui passer, au même titre que l'initialiser avec withState, vous allez pouvoir l'initialiser, lui filer des méthodes et des signaux dérivés, computed. Alors la syntaxe est un peu particulière, mais on s'y fait. Ici, du coup, on dérive de notre état où on avait notre tableau de livres, la quantité de livres qu'il y a dans mon tableau. Puis j'ai un sorted books, où là, c'est mon signal qui va être dérivé de mon signal qui contient tous les books et de mon signal qui contient mes filtres. Dernière chose, alors l'API est un peu plus riche que ça, mais je passe très vite pour conclure. Tout ça, via cette factory là où vous passez withState, withComputed, withMethod, ça vous donne une classe qui, au final, pourrait être aussi écrite à la main. C'est-à-dire que si vous voulez faire des services de gestion d'état, rien ne vous empêche de faire ça sans librairie et d'instancier une classe injectable, un service, qui va encapsuler, à l'aide de signal, des valeurs et des méthodes pour modifier ces valeurs. Donc tout ça, c'est un peu du sucre syntaxique. Il y a quand même, basé sur Signal Store, des choses assez avancées qui vous permettent de faire, par exemple, du undo redo, de l'annulation, de la nouvelle gestion, de dire ok, je retourne dans le temps, etc. C'est la partie gestion d'état, c'est vraiment pas le cœur du sujet, mais maintenant on peut se baser sur les signaux pour faire tout ce qu'on faisait avec NGRX. Dernier petit point, comment on se débarrasse de Zone.js. Il faut que vous rajoutiez un petit provider. Alors il est encore expérimental pour l'instant. Et dans votre configuration Angular, vous supprimez le polyfill par défaut qui était Zone.js. Et voilà, il n'y a plus rien. En conclusion, j'en ai terminé. J'espère que je vous ai filé un max d'infos pour comprendre les signaux et puis savoir comment les adopter dans vos bases de code. Merci de m'avoir écouté. J'ai un paquet de sources et mes slides, et vous pouvez me laisser un feedback sur la gauche. Et je pense que je suis tout juste niveau temps.